Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette matinale co-organisée par SBA et Ignes. Une matinale récurrente puisqu'on vous donne rendez-vous tous les ans pour ce traditionnel débrief du CES. Alors, pour cette édition 2023, nous avons à nos côtés Benoît Bourdon Bonjour, enchanté. et puis Sébastien Sarrazin. Bonjour, enchanté également. Voilà, et bien sûr, un événement qui sera co-organisé, co-animé avec François-Xavier Joland. Bonjour à tous et merci Anne-Sophie. Comme tous les ans, hein, à peu près depuis au moins 10 ans, on a cette occasion là de se réunir. Alors on aurait préféré, comme les autres années, se faire en présentiel ou en hybride. C'était le projet au départ. Bon, les grèves nous en empêchent. J'espère que pour les prochaines matinales, donc en mai, en octobre, on n'aura plus de grève et qu'on pourra, pour ceux qui sont parisiens ou qui peuvent venir sur Paris autour d'un café de viennoiserie, échanger. Et puis toujours avec ce mode hybride, pour ceux qui sont dans le reste de la France, participer à ces événements qui permettent au moins de se tenir au courant des tendances, des innovations. Donc en janvier, hein, c'est chaque année le débrief. Donc moi, j'y étais pas cette année personnellement, mais on a pas mal de membres de la SBA et d'Ignes qui étaient présents. Et je remercie par avance donc Sébastien Sarrazin et Benoît Bourdon qui vont partager avec vous et avec nous leurs coups de cœur, leurs enseignements. On va commencer d'abord par je dirais une vision globale. Donc, Sébastien nous donnera un peu son avis sur cette édition 2023 dans tous les domaines. Vous savez que le CES, hein, c'est un salon qui concentre en fait toutes les innovations dans tous les sujets high-tech. Donc, c'est très, très vaste et on pourrait faire des débriefs tous les jours pendant 3 mois. On n'arriverait pas à rendre compte de ce qui s'est passé. Donc, d'abord, on commence par une vision globale et par les enseignements de Sébastien. Et puis, petit à petit, on zoomera avec Benoît sur l'immobilier, sur la maison, sur le bâtiment, notamment. Hein, vous avez déjà entendu l'an dernier beaucoup parler de Matter à la même époque. Donc, est-ce que cette tendance est confirmée ou est-ce que c'est quelque chose qui n'ira pas plus loin? Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir pour tous les professionnels. Donc, Benoît nous en dira plus. Et puis, à tout moment, hein, vous pourrez vous-même poser des questions à travers le chat. Hein, vous avez questions-réponses en bas de votre écran. On se permettra également de vous questionner. On lancera des petits sondages tout au long de la matinale. Donc, n'hésitez pas à participer. Hein, ça nous donnera aussi des indications. On terminera donc par des échanges et puis on fera une petite synthèse à la fin avec Anne-Sophie. Donc Sébastien, si tu peux te présenter et puis peut-être dire en 2 mots globalement ce que ça a donné au niveau du CES cette année. Et puis on te laisse le temps qu'il faut pour que tu nous débriefes un peu dans tous les sujets, tout ce qui t'a marqué, tes coups de cœur, peut-être tes déceptions, tes surprises, et puis surtout hein, pour tout le monde, les grandes tendances que tu en retires. Très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sébastien Sarrazin. Je travaille chez EDF R&D où je dirige une équipe de recherche sur les technologies de l'habitat connecté. On accompagne le groupe à imaginer les nouveaux services pour les clients particuliers, que ce soit autour de l'énergie ou d'autres services dans le logement. Et donc, du coup, moi, ce CES, c'était la deuxième édition à laquelle j'ai pu participer en présentiel. Je dirais que, effectivement, c'est ce qui est marqué là sur le slide, c'était un CES très pragmatique et de raison. Cette année, pas de gros waouh effect, assez peu d'annonces très disruptives, type taxi volant ou autre chose, où on se dit ça va arriver dans 20, 30, 50 ans, mais plutôt une utilisation des technologies en accord avec les tendances et les problématiques actuelles autour de l'énergie, de la santé, du bien-être. Donc, si on peut passer le slide suivant, et donc juste pour se mettre quelques chiffres en tête sur le CES. Le CES, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand salon technologique mondial. Ça regroupe 177 pays cette année, 200 000 mètres carrés de hall d'exposition. Alors, toujours en légère baisse suite au Covid par rapport aux années précédentes, puisque là, cette année, on était autour de 115 000 visiteurs, là où en 2018, on était plutôt autour de 160 000, 180 000.
Un nombre quand même assez important d'exposants, plus de 3000 exposants, dont plus de 1000 startups. Et ce qu'il fallait noter cette année, c'était notamment le retour des GAFAM, alors de certains d'entre eux, mais principalement Google, Amazon et Microsoft, qui étaient présents avec des stands physiques, là où l'année dernière, ils avaient décliné à cause du Covid. Dans les thématiques, on voit évidemment l'électronique grand public, c'est un peu le cœur de métier, je dirais, du CES, du Consumer Electronic Show, mais on sent que le show se dérive de plus en plus vers des nouvelles tendances autour de la mobilité décarbonée, de la maison connectée, de la santé, du sport, de l'IT et puis de tous les sous-jacents technologiques qui vont être associés à ces domaines-là. Quelques grands absents quand même cette année encore. La 5G, même si elle est annoncée comme étant la colonne vertébrale de l'innovation au CES, on en entend assez peu parler sur les stands, puisque c'est devenu un peu mainstream maintenant, tout le monde l'a dans son téléphone. Apple, qui ne vient plus au CES puisqu'ils ont leur propre show, donc leur absence est délibérée. Quelques acteurs de l'automotive qu'on ne voit pas, les historiques, typiquement les Renault, Nissan, etc. Tesla n'est pas là non plus. Étonnant cette année, mais la Grande-Bretagne, le UK n'était pas là, alors qu'en 2022, ils avaient plutôt fait un bon show et marqué le terrain. Et puis également quelques grands acteurs, les grands acteurs asiatiques, les BATX, les Baidu, Tyson, etc., qui, eux, vont plutôt privilégier d'autres salons que le CES pour montrer leurs innovations. Si on regarde du coup maintenant un peu les tendances que moi j'ai pu noter, si on peut passer le slide suivant, une première tendance qui est vraiment intéressante parce que c'était une des premières fois qu'on en entendait parler au CES, c'est l'arrivée du nucléaire dans le salon, avec notamment la mise en avant des SMR, donc les Small Modular Reactors, ces nouvelles technologies de petits réacteurs nucléaires, où on a vu deux annonces principalement. Sur la gauche, celle du coréen SK, qui propose un SMR pour la Smart City. Et puis à droite, l'ambition de Hyundai HG d'utiliser du nucléaire pour produire de l'hydrogène vert en mer. Donc dans cette vision-là, ils ont développé tout un concept de, on le voit là sur l'image au milieu, de production offshore, de transport, de raffinage et puis d'exploitation en port d'un hydrogène vert, avec notamment un des shows qu'ils faisaient, c'était de montrer leur engin autonome de transport, là qu'on voit sur l'image en bas à droite. Donc, autre thématique suivante, un peu en retrait cette année, c'était tout ce qui tournait autour du métaverse, là où en 2022, sur quasiment tous les stands et tous les exposants avec qui on pouvait discuter, on entendait parler de métaverse et de comment ça allait pouvoir révolutionner à la fois le marché et les technologies. Cette année, c'était quand même un peu plus en déclin. Les technologies sont là, et les cas d'usage sont encore en train d'être trouvés. Parmi les cas d'usage un peu disruptifs qu'on a pu voir, on pouvait voir notamment la proposition de Deep Brain AI avec leur avatar Rememory, qui permet de créer un double virtuel d'une personne chère qui serait disparue. Dans les autres propositions, on avait notamment l'arrivée pour la première fois d'un aéroport au CES, donc avec l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud, où là, l'idée, c'était de vivre l'expérience, vraiment de parcourir un aéroport et de pouvoir interagir avec différentes personnes. Dans les technos, ce qu'on a pu voir arriver, on a pu voir notamment l'annonce de HTC avec leur nouvelle gamme de lunettes Vive XR, qui propose un florilège de nouvelles technologies, du 4K 90 Hz, complètement autonome, sans fil, qui peuvent fonctionner sur batterie pendant 2 heures, être à la fois l'équipement qui va produire la 3D ou juste la diffuser. Beaucoup de technologies autour de l'haptique avec différents médiums, que ce soit de l'air comprimé, des ultrasons, et puis l'arrivée de nouveaux sens, je dirais, dans ce domaine du métaverse, avec l'odorama, notamment avec la proposition d'OVR Technologies, qui propose de rajouter à son casque de VR un accessoire et des cartouches qui vont pouvoir diffuser des odeurs. Côté 3D, on a vu aussi quelques innovations autour de l'affichage, avec notamment la proposition de Leia de créer des visuels 3D, enfin de la vision 3D à partir d'un écran 2D en utilisant un système de stéréoscopie.
Côté santé, donc on note toujours cette gamification de la santé, avec toujours cette ambition. Là où il y a quelques années, on voyait la e-santé comme quelque chose qui va adresser les problèmes de tout le monde, le stress, le sport, le sommeil. On voit aujourd'hui que la verticale se raffine pour vraiment adresser chaque problématique de chaque patient ou de chaque utilisateur, si on peut dire, avec différentes propositions et vraiment l'ambition des acteurs de proposer une gamification pour que l'utilisateur revienne et continue d'utiliser la solution. On peut voir ça notamment chez Barracuda avec les travaux qu'ils ont pu faire avec Colgate pour des brosses à dents connectées qui vont être capables de donner une analyse et un scoring de la façon dont on se brosse les dents. C'est ce qu'on voit en haut à droite. Ils vont pouvoir avoir aussi développé des tapis, des équipements de santé non stigmatisants, typiquement le tapis de bain connecté qui va être capable, juste en montant dessus, de détecter quelle est la personne et puis de faire différentes analyses de stabilité, de poids, etc. Weezing, cette année, qui a annoncé un laboratoire urinaire personnel, YouScan, donc à placer dans ses toilettes pour pouvoir faire tout un tas d'analyses de santé. Et puis, évidemment, là aussi, l'utilisation de l'IA et des technologies virtuelles avec des propositions comme FitX en haut à gauche, donc une solution d'analyse de posturologie à base de caméras et d'IA qui va être capable de vous dire si vous avez plutôt tendance à être penché à gauche, à droite, si vous avez un problème à telle articulation, etc. Et qui va être capable ensuite, avec un coach, de vous aider à vous corriger. Dernier peut-être chose à noter côté santé, donc la proposition de Dassault Systèmes qui poursuit ses travaux sur ce qu'ils avaient déjà commencé à présenter l'année dernière autour de Virtual Me. Leur idée d'avoir un jumeau numérique du corps humain pour pouvoir aider le diagnostic et les traitements de santé. Quatrième tendance, ce qui était cette année appelé Human Security for All, qui était un nouveau thème au sein du CES cette année, donc on va y arriver pour la première fois, qui a été rappelé dans presque toutes les conférences du salon. Il s'agissait ici de mettre en avant des innovations et des produits améliorant le quotidien et la vie au sens large, pour tout le monde, avec par exemple des propositions de la start-up française Akawa Robotique, qui propose une solution d'analyse de réseaux d'eau potable pour pouvoir détecter en avance de phase des potentielles fuites et pouvoir les réparer. Des propositions comme celle de Siemens à droite avec Nemo Garden, qui est une biosphère placée au fond de l'eau de la mer, au large des côtes italiennes, où différentes petites nacelles vont pouvoir abriter des productions de fruits et légumes. Siemens présentait également le concept un peu à l'envers côté spatial avec un ballon appelé Space Perspective qui permettait d'explorer l'espace. Et puis enfin des solutions un peu plus pragmatiques. Alors je suis désolé, j'ai perdu la vidéo. Notamment autour de celle de OneThird, qui propose là des solutions pour estimer la durée de vie des produits alimentaires et notamment améliorer la performance opérationnelle des restaurants. Donc, si on poursuit dans les tendances, une cinquième tendance que moi j'ai pu observer et qui poursuit une observation faite également en 2022, c'est le fait que l'IA est aujourd'hui partout. Elle est acceptée si elle permet d'améliorer et que l'utilisateur comprend ce qu'elle va lui permettre de faire. Et elle est de plus en plus embarquée auprès du capteur. Alors on a pu le voir sur différentes approches. Typiquement complètement à droite, on a toute l'approche de Bosch avec Like a Bosch, donc leur ambition de vraiment embarquer de l'intelligence dans le capteur et puis de former à la fois leurs équipes et puis leurs clients à l'utilisation de l'IA, avec des capteurs de qualité d'air intérieur qui vont être capables de détecter et d'analyser les composés chimiques, des accéléromètres et des gyroscopes qui vont être capables de détecter des mouvements et d'apprendre les démarches du porteur.
des solutions autour de la robotique, par exemple là sur le robot humanoïde côté Alodi Robotique, donc une filiale d'ADT qui est complètement autonome et va pouvoir se balader dans des bureaux, ouvrir les portes et inspecter des salles pour s'assurer qu'il n'y a pas de présence ou en cas de feu que les bâtiments ont été évacués. Un peu plus industriel, donc la solution de Caterpillar avec des engins de chantier complètement autonomes. Et puis, on va retrouver, par exemple, un peu la même tendance côté John Deere, complètement en haut à gauche du slide, avec leur solution d'épandeur qui va embarquer 36 caméras et 36 accélérateurs neuronaux pour pouvoir optimiser un process de dépose d'herbicides dans les champs, puisqu'ils peuvent le faire jusqu'à 20 km/h de roulement. Si on poursuit, donc une sixième tendance, c'était l'avènement des stockages nomades pour pouvoir à la fois charger et travailler, ce que j'aurais appelé anywhere, anytime. Donc ça, c'est une tendance. On avait repéré en 2022 déjà l'arrivée de quelques solutions de batteries portables ou transportables, et ça s'est vraiment démocratisé cette année, puisque s'il n'y avait pas 20 exposants qui en proposaient, il n'y en avait aucun. Là, je vous ai fait une petite sélection de quelques propositions. Il y avait notamment donc la solution Jackery qui a proposé différentes approches avec à la fois des batteries couplées à du solaire pliable ou transportable, des solutions qu'on peut directement attacher à la remorque de son pick-up et qui vont se recharger avec les vibrations et l'inertie. Des solutions typiquement chez Zendure qui proposent des batteries semi-solides, empilables, allant de 6,4 à 64 kW. On a pu voir des solutions dédiées à la recharge du véhicule électrique en panne, typiquement embarquées dans des fourgonnettes. Différentes solutions comme Green Power qui vont essayer de maximiser les usages avec de la recharge sans fil, du petit équipement. Voilà. Ce qu'on a pu comprendre en échangeant avec certains des acteurs, c'est que vraisemblablement cette montée en puissance, je dirais, de ce marché-là est en partie due à la crise en Ukraine et à la guerre en Ukraine, puisque certaines des unités mobiles doivent pouvoir recharger leurs équipements. Et ça serait vraisemblablement une des causes du boom de ces propositions et de ces technologies. Peut-être un peu à part, mais quand même associé à ce phénomène-là, ce qu'on a pu voir autour de certains véhicules électriques, notamment pour les pros, avec là l'illustration du pick-up RAM qui va pouvoir faire du véhicule tout low, du véhicule tout home, etc., mais qui surtout va devenir un lieu d'office off-grid, puisqu'il va être complètement reconfigurable, va pouvoir vraiment devenir le bureau mobile du chef de chantier. Si on continue toujours sur l'énergie, alors une septième tendance, on voit arriver aujourd'hui, on a vu arriver il y a quelques années et ça commence vraiment à se développer aujourd'hui, les technologies qui tournent autour du wireless power transfer, donc le fait d'alimenter des équipements sans fil, et puis autour de l'energy harvesting se développer au CES. Donc à la fois avec des startups et des grands noms, puisque l'année dernière, il me semble que c'est Samsung présentait une télécommande pour ses smart TV qui était à la fois solaire et récupérait de l'énergie cinétique. Là, cette année, Targus a eu un award sur ses claviers. On a pu voir différentes startups, par exemple Dracula Technologies, la startup française qui propose d'imprimer des films PV souples pour pouvoir rendre PV-isable n'importe quelle surface, je dirais. Des approches comme celle de WeCharge qui va permettre d'alimenter des équipements à distance avec une technologie infrarouge. Et là, ils se sont associés à Alfred pour alimenter les serrures connectées. Ça devient un peu la solution pour pallier aux problèmes majeurs de l'IoT de changement de pile. Et puis sur d'autres approches, la startup française Up'nCharge qui propose de pouvoir recharger un VE sans fil et sans avoir à le brancher sur la borne de recharge, avec des solutions allant de 7 à 21 kW. Encore côté santé, donc
toujours Barracuda, qui a eu aussi un award cette année pour son bracelet Be-Earth, qui embarque tout un tas de sensoring pour la santé et qui présente l'intérêt de ne pas avoir de batterie. Il va s'alimenter en récupérant par energy harvesting, à la fois en température et en mouvement de l'utilisateur. Je vais accélérer. Côté mobilité électrique, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'innovation se transfère du véhicule à la borne de recharge avec des différentes propositions. Typiquement ABB qui se propose de devenir l'objet d'art de la borne de recharge dans le logement avec des bornes complètement customisables. Et puis d'autres approches pour aider à massifier, je dirais, les infrastructures de recharge, notamment en ville, avec par exemple des approches comme celle de FreeWire, qui va proposer des bornes de recharge avec des batteries intégrées, batterie de 150 kW, ce qui va permettre de faire du fast charge sans avoir à déployer des réseaux électriques dédiés, puisque la borne de recharge peut se charger quand il n'y a pas de véhicule de branché et fast charger le véhicule quand il est là. On a quand même vu cette année différents concepts de véhicules être présentés. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le CES, ça devient aussi quand même un des plus gros salons automobiles du monde. On a pu voir notamment le concept Inception de Peugeot avec une autonomie de 800 km, fast charging 800 volts, et une des nouvelles technologies qui était annoncée. Et la possibilité donc de récupérer 150 km d'autonomie en 5 minutes de charge. Au-delà de l'aspect mobilité, il y avait également tout un concept autour de l'espace de conduite avec un nouveau concept de volant plus proche de l'interaction qu'on a avec un smartphone, des cockpits incurvés pour l'immersivité qu'on retrouvait également chez Sony, dans le partenariat Sony-Honda pour le concept Afela. Qui travaille avec notamment Qualcomm sur le concept du software defined véhicule, avec l'idée d'avoir un véhicule qui est toujours connecté et toujours branché sur le cloud. Quelques autres innovations rapidement. Lightyear, là au milieu, une voiture, un véhicule recouvert de panneaux solaires, qui permet notamment d'avoir jusqu'à 70 km d'autonomie solaire par jour. Des nouvelles approches autour du BTP avec la proposition de John Deere d'une pelleteuse électrique qui permet notamment de réduire l'empreinte audio, je dirais, de l'équipement pour pouvoir faire des travaux urbains à différents moments de la journée. Et puis l'apparition de plusieurs acteurs autour de la mobilité électrique, autour des shuttles autonomes, des petites navettes, avec par exemple Zoox ou Hyundai Mobis qui présentait déjà un concept similaire l'année dernière. Avant de conclure, dernière grande tendance cette année autour de la Smart Home, donc avec cette approche de Smart Home Net Zero qui était vraiment une ambition affichée de beaucoup d'acteurs. On sent qu'aujourd'hui, les fabricants d'équipements pour la maison, que ce soit les Samsung, Schneider ou d'autres, ont vraiment cette ambition d'aller accompagner leurs clients sur leurs problématiques d'usage énergétique, puisqu'ils se sont presque tous mis à proposer, dans un premier temps, des solutions d'analyse et de coaching énergétique avec des dashboards, et puis ils vont vers le pilotage avec différentes approches. On peut voir par exemple là en orange la solution de Schneider Weiser, où eux vont remplacer complètement le tableau électrique et proposer un tableau électrique connecté avec du coup à la fois du monitoring et puis du pilotage. Et puis d'autres approches, par exemple Bosch avec son écosystème Home Connect, où là ils vont être capables de piloter l'ensemble des équipements Bosch et des marques associées dans le logement. Ce qu'on voit là dans cette tendance-là, et je pense que Benoît en reparlera plus tard, c'est qu'aujourd'hui, Matter, c'était plus un effet d'annonce, en tout cas à ce CES 2023, ça l'était en 2022. Là, c'est vraiment entré dans les mœurs. Les équipements sont et seront compatibles Matter. Alors, c'est plutôt de l'annonce aujourd'hui que de la réalisation, mais on pense que ça va arriver.
Et cette problématique de l'énergie et de la gestion énergétique dans le logement, elle devient vraiment prégnante chez les différents acteurs. Merci beaucoup, Sébastien. Je crois qu'il restait un slide pour conclure, mais voilà, c'est globalement ce que j'ai dit. Donc. C'est parfait, c'est parfait. Je pense que là, on a eu une vision d'ensemble et des tendances qui sont parfois un peu surprenantes, mais très intéressantes. Et tu as terminé par Matter, et je vois là sur ton slide Home Connectivity Alliance. Je pense que c'est le moment maintenant de rentrer dans le dur de la maison connectée. Je sais que Benoît a analysé cette édition sous l'angle de la maison connectée et notamment, évidemment, de Matter. Écoute, tu peux te présenter, Benoît, et puis peut-être rappeler ce que c'est que Matter, parce qu'il y a peut-être des gens autour de webinaire aujourd'hui qui n'ont pas forcément entendu parler, puisque Sébastien nous dit que ça se confirme. C'est intéressant maintenant que tout le monde sache exactement ce que c'est. Donc voilà, si tu peux nous faire un peu de pédagogie là-dessus, ça serait encore plus intéressant. Eh bien, c'est parfait, faisons ça. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Benoît. Je suis responsable produit dans les équipes produits de Netatmo. Et en particulier, je suis en charge du programme Matter au sein de Netatmo et du groupe Legrand sur la partie résidentielle, objets connectés du résidentiel dans les équipes Legrand. Donc, effectivement, je vais vous présenter d'abord ce qu'est Matter et vous faire un débrief effectivement de ce qu'on en a vu au CES et de ce qui est en train de se passer sur ce sujet. Alors, Matter, déjà, c'est quoi? C'est un nouveau standard. C'est un nouveau standard d'interaction entre les objets connectés et c'est un standard qui se veut sécurisé et ouvert entre les objets. Alors, ce qui est important dans ce standard, c'est que c'est la première fois qu'il y a autant d'acteurs aussi gros de la Smart Home qui travaillent ensemble. C'est réellement une collaboration. Nous, on le voit j'allais dire au quotidien, pas tout à fait, mais presque, dans les réunions de travail où on retrouve un peu tous ces acteurs-là dans des réunions de travail ensemble pour construire ce standard. Alors, on peut passer au slide d'après. Ce standard, qu'est-ce que c'est? On va faire une analogie pour vraiment bien comprendre de quoi parle ce standard. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place un standard. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans la Smart Home, c'est encore un monde compliqué. C'est encore un monde où c'est des utilisateurs, là je parle vraiment de l'utilisateur final, un peu spécialiste, on pourrait presque dire un peu geek, qui sont capables d'acheter plusieurs produits de Smart Home et de les installer. Le frein principal à l'achat aujourd'hui, c'est pas le premier produit. Parce que ça encore, on s'en sort, tout le monde peut acheter son premier produit connecté. Le frein, c'est l'achat d'un second produit connecté dans la maison. Un assistant en complément, par exemple, de mes interrupteurs connectés. Ou bien un thermostat en complément de mes volets connectés. Et là, ça devient compliqué. Et donc, c'est ce frein-là, en fait, que Matter va chercher à régler. C'est quand j'achète un produit, je ne dois plus avoir de questions à me poser. Est-ce qu'il va être compatible avec ceux que je possède déjà à la maison? Voilà. Et une des conséquences, c'est aussi que ça va simplifier le développement pour les fabricants et diminuer le coût de fabrication des fabricants. Donc, le but, c'est bien de massifier et de rendre ce marché un peu plus grand public. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on va faire une analogie. On va faire une analogie avec le langage. Donc, Matter, c'est vraiment un protocole. Donc, un protocole, on va parler d'un langage, une grammaire. Vraiment, vous, nous, là, on se comprend tous parce qu'on partage la même grammaire, le même vocabulaire et on a la même façon d'écrire les mots. Ça, c'est une première chose, donc une grammaire. Et Matter comprend cette grammaire. Donc, c'est vraiment la définition de comment une ampoule va parler à un interrupteur ou va parler à un radiateur. Donc, la grammaire. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la couche de transport. Donc, nous, on se comprend à travers une grammaire, mais parce qu'on envoie aussi nos mots à travers une visio ensemble ou à travers des SMS qu'on va rédiger ou à travers des emails ou sur une lettre en papier. C'est des moyens de communication. Et donc là, on va parler de couche de transport. Et donc, Matter, c'est l'assemblage de ces deux choses. C'est une grammaire qui est définie, en cours de définition et qui va continuer d'évoluer pour avoir de plus en plus de produits compatibles et des couches de transport qui sont validées pour pouvoir transporter cette grammaire. Alors, les couches de transport, en deux mots, c'est une technologie éprouvée pour la plupart qui se base sur des protocoles IP, IPv6, peu importe, mais qui sont des protocoles qui sont éprouvés
Et le Wi-Fi, par exemple, ou l'Ethernet, qui sont du réseau IP, sont évidemment extrêmement diffusés dans les domiciles. Voilà. Au passage, il y a un nouveau protocole qui arrive, une nouvelle couche de transport qui arrive, qui est Thread, qui est très bien adapté pour les produits sur batterie. Et enfin, le Bluetooth qui sert exclusivement à la phase d'installation du produit. Donc voilà, il faut bien retenir, c'est une grammaire et c'est des couches de transport validées pour porter cette grammaire. Alors, le slide d'après, c'est un petit schéma pour vraiment expliquer, parce que ce qui est important, c'est de comprendre que finalement, Matter, quand je l'installe dans mon domicile, c'est je crée un sous-réseau sécurisé au sein du réseau de ma maison, je crée un sous-réseau sécurisé dans lequel mes objets vont pouvoir communiquer entre eux de manière sécurisée. Donc, par exemple, on va regarder à droite, là, j'ai des ampoules qui peuvent communiquer à travers la technologie de réseau, de technologie de transport Thread. Ça, c'est le cas actuellement. Si on prend Nanolith, c'est un très bon exemple. C'est des lampes qu'on peut coller au mur qui discutent entre elles à travers du Thread. Voilà, je peux avoir ça à la maison. Je peux avoir, si tu cliques sur le suivant, voilà, je peux avoir à la maison, par exemple, encore une fois, c'est vraiment des exemples, un thermostat qui discuterait en Wi-Fi sur mon réseau de mon domicile. Et je peux aussi avoir le suivant, voilà, mettons des assistants vocaux qui discutent en Wi-Fi sur mon réseau. Eh bien, si tous ces objets-là sont compatibles Matter les uns après les autres, je peux les installer. Donc, c'est les commissionner sur un réseau Matter. Donc, en 2 mots, c'est donner des certificats numériques à ces objets pour qu'ils puissent discuter entre eux dans ce petit sous-réseau de mon domicile de manière sécurisée. Et donc c'est la flèche verte, avec la même grammaire, quoi, pour qu'ils se comprennent. Bien sûr, je peux élargir mon réseau et je peux installer, si mon thermostat est compatible Matter, je peux l'installer ensemble. Et là, je suis certain que tous ces objets-là vont pouvoir communiquer ensemble. Et je peux aller plus loin. Je peux avoir une application mobile qui, si elle est compatible Matter, peu importe le fabricant de cette application mobile, si elle est compatible Matter, je vais pouvoir installer ces produits avec mon application Matter et les contrôler avec mon application mobile ou avec mes assistants vocaux ou tout autre objet qui peut contrôler du Matter qui est sur mon réseau. Alors ça, c'est beau, c'est bien beau. J'ai parlé de Wi-Fi, j'ai parlé de Thread, j'ai parlé de Matter. Le monde actuel de la Smart Home est un peu différent. Le monde actuel de la Smart Home, il y a plein de technologies présentes sur le marché. Un des enjeux de Matter, on le voit bien, le but, c'est de simplifier la maison connectée. Un des enjeux, c'est donc d'une adoption rapide et forte de ce protocole, de ce standard. Alors aujourd'hui, si tu peux cliquer sur le suivant, voilà, aujourd'hui, la maison, c'est plutôt ça d'habitude. J'explique ce que c'est que ce schéma. En fait, d'habitude, quand j'ai une série d'objets connectés, j'ai ce qu'on appelle une gateway, un pont qui est connecté au Wi-Fi de ma maison. C'est l'objet un peu ovale et gris là, qui est connecté au Wi-Fi. Et derrière ce pont, je peux avoir des objets qui discutent entre eux avec toute autre technologie réseau. Je prends des exemples connus et classiques, en particulier du monde de l'électricité, chez nous Legrand ou chez nos amis de Schneider, on utilise beaucoup de Zigbee. Voilà, ça pourrait être du Zigbee, les produits là qui discutent entre eux. Ça pourrait être des technologies filaires, ça pourrait être toute autre technologie radio, IO par exemple, qui est présente dans le domicile. Alors Matter a prévu un concept de rétrocompatibilité avec ces bridges, avec ces ponts, pour s'assurer une adoption rapide de ce standard. Donc, si je transforme ce pont, si mes développeurs font en sorte que ce pont soit compatible Matter, si tu peux cliquer sur le suivant, eh bien, le travail, entre guillemets, de ce pont, de ce bridge Matter, c'est de faire croire à tout l'ensemble du réseau que les petits modules qui sont en dessous, là, le thermostat, l'ampoule, le capteur de température, sont tous eux aussi Matter, bien qu'ils soient sur une autre technologie de transport. Voilà, grâce à ce pont, ça va permettre de rendre rétrocompatibles les anciennes installations pour les fabricants qui le souhaitent. Donc voilà la vulgarisation technique de ce qui est Matter. Un point important, si on peut le voir sur le slide suivant, oui, je les ai mis, bon, c'est pas très grave. Donc Matter, c'est quand même très orienté pour l'instant sur le grand public et ce qu'on appelle le do-it-yourself. Donc les consommateurs finaux qui vont installer par eux-mêmes et les flows, enfin les parcours d'installation
sont à disposition des fabricants. Nous, en tant que fabricants, on peut utiliser ces parcours d'installation sur les smartphones Android ou sur les smartphones iOS au sein de nos applications mobiles. On peut avoir des parcours comme ça d'installation, mais ça se passe effectivement sur le téléphone de l'utilisateur final. C'est bien l'utilisateur final qui va installer ses produits dans son réseau Matter parce que son téléphone, notre client final, fait partie du réseau Matter. Pour le dire autrement, aujourd'hui, ce n'est pas l'installateur ou le technicien qui va installer sur son propre téléphone le réseau Matter. Il faut bien utiliser celui des clients finaux. On va voir qu'on n'y est pas encore. Il y a encore un peu de travail avant que ce soit fortement diffusé, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et juste le slide d'après, un dernier zoom, parce que c'est intéressant de comprendre aussi ce qui se passe, c'est que tout va se passer beaucoup plus en local. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi pour la fiabilité et pour la rapidité d'exécution. Aujourd'hui, tu peux mettre les animations. Hein. Aujourd'hui, quand on utilise des assistants vocaux, eh bien, ça passe par l'extérieur de la maison. Les assistants vocaux, une fois qu'ils déclenchent l'ordre, ça passe dans un cloud qui redescend dans la maison. C'est vrai pour Google, c'est vrai pour Amazon. C'est faux pour Apple, mais ça reste quand même des communications complexes à mettre en place et qui passent par l'extérieur de la maison, ce qui est quand même fondamentalement vraiment pas utile. Si on passe au suivant, si on regarde Matter, le slide suivant, effectivement. Si on regarde Matter, c'est une seule manière de communiquer. C'est beaucoup plus d'écosystèmes. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les assistants vocaux, même si évidemment pour l'instant c'est eux le plus présent. Ça peut être n'importe quelle application Matter d'un fabricant qui souhaite fabriquer une application de contrôle Matter. Et c'est un seul protocole de communication et c'est en local et ça ne se passe pas par l'extérieur. Donc voilà le schéma général de Matter, ce que c'est, ce que ça permet. Maintenant, si on fait un petit zoom sur ce qu'on a vu au CES, d'abord, on a eu aussi notre débrief en termes d'impression générale, c'est que c'était effectivement moins de monde que d'habitude, moins d'exposants, moins de visiteurs, que les innovations étaient beaucoup plus pragmatiques, comme le disait Sébastien. Et enfin, nous, on a aussi zoomé sur 3 grandes tendances, Matter, sur lesquelles je vais vous présenter quelques produits qu'on a vus, l'énergie management, nous aussi, on a été assez frappés par ça, qui essaye de rentrer dans le monde du grand public. Et enfin, véhicules électriques et les stations de charge, c'est effectivement un point important qui d'ailleurs rejoint en partie l'énergie management. Alors, Matter, comme le disait Sébastien, effectivement, l'année dernière, on était sur l'effet d'annonce. La nouveauté, l'effet d'annonce, beaucoup de logos Matter présents sur les stands, probablement plus de logos Matter un peu présents partout aujourd'hui sur les stands. Beaucoup d'effets d'annonce l'année dernière. Cette année, beaucoup d'annonces plus certaines, c'est-à-dire les fabricants savent qu'ils vont lancer des produits Matter. Ils ne savent pas tous quand. Ils ne savent pas tous dire. Et ce qu'on a, nous, très peu vu, c'est des démos. Voilà, des démos Matter sur les stands, il n'y en avait pas. Par contre, on sait maintenant que les fabricants vont tous aller vers Matter. Et ça, on en est convaincu. Avec l'explication que je vous ai fait avant, on voit qu'effectivement, la simplification de la maison, on est sur le bon chemin. Par contre, on n'y est pas encore. Ça reste complexe. Le standard est le bon. Les technos choisis sont les bonnes et la manière de l'implémenter, le regroupement de fabricants est le bon. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas encore énormément de produits disponibles à la vente. Mais c'est en train d'arriver. Nous, ce qu'on voit, c'est il y a presque 600 produits qui ont été certifiés Matter en quelques mois depuis le lancement. Alors, quand je dis 600 produits, c'est souvent des modules. On va le voir sur le slide d'après. Là, ce que je montrais ici, c'est quelques acteurs qui s'annoncent présents, qui lancent des produits, qui montrent des murs de produits qui vont être compatibles Matter et qui vont être lancés Matter. Donc, c'est pour ça nous donne un avenir et une direction très claire. Maintenant, quand je dis qu'il y a 600 produits qui sont à peu près entre 500 et 600 qui se font certifier Matter, pour ça, il suffit d'aller sur le site de ce qui s'appelle le Connectivity Standard Alliance, le CSA, qui est l'organisme qui met en œuvre ce standard avec les fabricants. Ils ont une page que vous pourrez retrouver où il y a la liste de tous les produits qui sont certifiés Matter. Alors, il faut parcourir cette grande liste et effectivement, on arrive à peu près à 500-600 produits. Alors, quand je dis des produits, c'est souvent des modules unitaires. Là, par exemple, on peut voir à droite la marque TP-Link sous sa gamme Tapo qui lance une grande série d'interrupteurs,
contrôleurs de ventilation, des choses comme ça, ou Lidarson aussi, qui lance énormément de petits modules qui vont être compatibles. On a vu aussi au CES, c'est l'image en haut à gauche, un fabricant qui montrait un tapis roulant de produits, un petit peu comme on trouve dans les restos japonais qui étaient à la mode à une époque, avec des produits mateurs qui passaient devant des téléphones et qui s'auto-commissionnaient, qui s'auto-installaient. Alors, je pense qu'il y avait un petit peu de fake dans la vidéo, mais n'empêche que ça donnait cette impression de simplicité, quoi. Maintenant, la réalité, on l'a vu dans quelques articles ou dans quelques tentatives d'installation, ça reste complexe. On a quelques fabricants qui nous montrent encore des réseaux un petit peu complexes qui peuvent faire peur au client final, comme à gauche. C'est l'objectif de ce genre de schéma, hein, c'est un peu celui que j'ai fait moi, c'est de montrer que Matter, c'est vraiment intéressant en termes de technologie, mais en plus, c'est rétro-compatible, ça permet d'embarquer aussi des technologies historiques présentes déjà dans la maison, ce qui est quand même très intéressant. Si on regarde le slide d'après, ce qu'on a vu aussi, c'est quelques fabricants qui lancent des gammes complètes, qui rendent compatibles des gammes complètes. Pareil, hein, on est vraiment sur des gammes avec des modules assez peu, j'ai envie de dire que ce n'est pas tout à fait un écosystème, c'est-à-dire que ces fabricants-là n'accueillent pas non plus des fabricants, de gammes d'autres fabricants, mais c'est souvent des grandes gammes de produits. Si je prends l'exemple de Eve, c'est très intéressant. C'est des gens qui étaient compatibles, je crois, exclusivement avec Apple HomeKit. Et effectivement, Matter, pour eux, ça ouvre évidemment une gamme de compatibilité plus grande avec de nouveaux écosystèmes, de nouveaux assistants vocaux. Si on regarde le slide suivant, voilà, donc pour Matter, c'est nos observations. C'est vraiment en train d'arriver. Comme je le disais en préambule, ça va mettre un petit peu de temps parce que les fabricants doivent sortir leurs produits, des nouveaux produits ou des adaptations de produits, donc ça prend du temps. Maintenant, c'est vraiment en chemin. Energy Management, donc là, nous aussi, on a été pas mal marqués par ce concept qui tente pour nous de percer auprès du grand public. Donc, c'est vrai pour la production d'énergie ou le stockage d'énergie électrique, mais c'est beaucoup vrai, je trouve, pour l'energy management, le pilotage de mon énergie, de combien je consomme, combien je peux économiser. Évidemment, là, on le voit sur les applications mobiles qui sont issues des stands de Schneider. On peut le voir dans les applications Legrand. Nous, on n'était pas présents, mais on peut le voir dans nos applications. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est l'arrivée de SmartThings sur ce Samsung SmartThings sur ce marché, avec ce qu'on voit à droite, des tableaux de bord, des produits qui mesurent leur consommation, qui les remontent en centrale dans une application et qui indiquent combien le frigo consomme, combien on pourrait économiser, etc. Donc, un concept qui va arriver auprès du grand public, c'est évidemment un peu plus qu'à la mode. C'est important de réussir à améliorer notre consommation d'énergie, certes, mais c'est vraiment un concept qui est en train d'arriver vers le grand public. Et puis, dernier slide pour moi, il me semble. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment rapide. Vous avez un peu tous vu, je pense, ces images de voitures. Il y a des fabricants d'automobiles, comme le disait Sébastien, c'est en train de devenir le plus grand salon automobile. On y retrouve des constructeurs historiques, des BMW, McLaren, Peugeot, et puis des nouveaux, des Sony, des gens qui arrivent sur ce marché finalement. Et puis on retrouve aussi des gens comme Ital Design, qui sont des historiques du marché de l'automobile et du design, qui viennent dans un salon électronique show, alors que c'était plutôt des gens du design. Et si on revient sur la partie qui nous concerne Smart Home, effectivement, on voit une explosion du nombre de propositions de bornes de recharge, et qui sont systématiquement associés, bien sûr, à de l'energy management dans chacun de ces produits. Voilà pour ma partie. Donc, très pragmatique pour nous, ce CES, on a trouvé. Voilà, très intéressant. Merci beaucoup, Benoît. Une toute petite question là, sur HCA. Est-ce que tu as vu des choses liées à la Home Connectivity Alliance? Comment ça s'articule avec le CSA? Pardon. Excuse-moi, ça a coupé le son une seconde. Sébastien a évoqué HCA, donc la Home Connectivity Alliance. Oui, d'accord, ok. Quel est le lien et l'articulation avec le CSA? Alors, le CSA, c'est un organisme autonome et indépendant qui a des membres qui sont des fabricants. HCA aussi, c'est deux organismes indépendants où les fabricants peuvent faire partie des deux. Donc, voilà, je ne connais pas de lien plus que ça entre les deux organismes. Simplement, ce qui est intéressant,
dans le CSA, en tout cas surtout dans Matter, c'est que c'est un standard qui est ouvert, open source. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est très important pour nous, pour la suite, pour HCA et pour tous les gens qui souhaitent regarder ce que c'est que je peux accéder au standard Matter sans acheter. C'est un standard non payant. Donc, tout fabricant qui souhaite utiliser Matter peut télécharger la spec et commencer à développer. Télécharger ce qu'on appelle des SDK, donc en fait des bouts de code tout prêts, et commencer à intégrer ça dans ses objets ou dans ses applications mobiles. Et ça, sans aucune commission, sans aucun fees. C'est vraiment un standard ouvert. Et deuxième standard gratuit. Et deuxième axe vraiment important aussi, c'est que c'est ouvert. Ce que ça veut dire, c'est que si des fabricants font partie du CSA, pour en faire partie, il suffit de s'inscrire. Si 3 fabricants souhaitent faire évoluer la norme, faire évoluer le standard, 3 fabricants peuvent se réunir ensemble, proposer un groupe de travail, et de ce groupe de travail découler une évolution du standard. Et ça, c'est pareil, c'est une promesse assez forte d'évolutivité du standard pour embrasser de plus en plus de produits de la Smart Home et de plus en plus de fabricants. Alors, justement, on a une question là-dessus sur la partie process, en fait. Voilà, il y a peut-être autour du webinaire des gens qui ont des produits et qui se disent ça serait quand même bien de les faire certifier. Donc, OK, je m'inscris au CSA, mais comment après, quel est le process pour certifier un nouveau produit? En fait, tu parlais de 600 produits, là, c'est quoi? Combien de temps ça prend et quelles sont les preuves à fournir, quoi? Oui, alors, pour certifier un produit, effectivement, c'est assez classique dans ce monde de smart home et interaction avec d'autres écosystèmes. Donc, il faut commencer par développer son logiciel dans son produit ou dans son téléphone. Ensuite, je prends des samples de mon produit ou des produits réels, je les envoie à un organisme de certification qui est validé par le CSA, et cet organisme fait des tests. Il y a des tests automatisés et fait des tests pour vérifier que le produit répond bien aux standards. Donc, va répondre à la bonne grammaire et partage bien les bonnes couches de transport physique. Sur cette question des standards aussi, on a une question dans le chat au regard du réseau sécurisé, disant que Matter respecte effectivement le standard américain sur cet aspect-là du National Institute Standard of Technology. Quid aussi du respect en fait des standards de l'ENISA ou de l'ANSI sur cette partie sécurité? Alors, je ne suis pas un spécialiste des standards informatiques là dont on parle. Par contre, il faut être très très clair sur ce que veut dire sécuriser pour Matter. Ça ne respecte pas spécialement des standards américains ou européens ou asiatiques. Quand j'installe un produit Matter, ce que je fais très concrètement, c'est que je mets un certificat numérique qui est propre à mon produit et propre à mon fabricant dans mon produit physique. Et chacun des produits dans ma maison possède un certificat numérique qui est issu du même certificat racine. Et tous ces produits dans mon réseau sécurisé de la maison vont tous communiquer sur des tunnels cryptés entre eux. Voilà, c'est ça qui est sécurisé. Donc, c'est vraiment là où on parle de sécurité très technique, où on sécurise la communication entre chacun des produits au sein de la maison. Et il n'y a aucune information de ces produits dans le standard tel qu'il est défini qui sort de cette communication-là. Après, bien sûr, quand un fabricant fait une application mobile Matter, elle va communiquer de manière sécurisée avec les produits au sein de ma maison. Ça reste donc cette espèce de réseau, sous-réseau sécurisé encrypté. Par contre, l'application mobile, elle fait ce qu'elle veut. Ça, pour le coup, si elle se connecte à Internet, si elle fait d'autres choses, ça, c'est chaque fabricant d'application mobile ou d'assistants vocaux qui va faire ce qu'il veut. Mais vraiment, Matter, ça régit la communication interne dans ma maison entre chacun des produits. Et ce qui est sécurisé, c'est cette encryption de point à point. Est-ce que tu as vu des cas d'usage avancés? C'est-à-dire la question qu'on voit dans le chat, OK, il y a un nouveau protocole, on l'attendait tous depuis des décennies, on voit que ça se confirme et que ce n'est pas encore tout à fait sec, mais c'est en train de se massifier, donc ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire comme exemple que tu aurais vu ou qu'on t'a rapporté du CES sur ce qu'on ne pouvait pas faire avant et ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à Matter, concrètement? Alors, des cas d'usage qu'on ne pouvait pas faire avant,
aujourd'hui, je ne sais pas en citer comme ça du tac au tac. Par contre, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est faire fonctionner des produits qui n'étaient pas compatibles avec des écosystèmes ou qui étaient compatibles avec des écosystèmes distincts. Si je prends les exemples de Eve, qui fait des produits qui étaient compatibles HomeKit uniquement, je ne pouvais pas les faire discuter avec des produits Netatmo, par exemple, ou Legrand, ou n'importe quelle autre marque. Donc, le cas d'usage de je déclenche une lumière quand il y a une alerte, par exemple, quand un détecteur de sécurité sur une porte détecte un mouvement inapproprié, j'allume les lampes. Ça, si les gammes de produits dans ma maison n'étaient pas compatibles nativement, ça ne pouvait pas se faire. Ça, demain, ça va pouvoir se faire. Après, il y a des cas d'usage complexes parce qu'on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire que Matter est en train de se lancer, il y a des produits qui commencent à exister, mais tous ne le sont pas. Il se trouve que des gammes de produits comme les nôtres, on a fait en sorte qu'ils soient compatibles dès l'origine avec tous les assistants vocaux, quelle que soit la technique. Donc aujourd'hui, on arrive à faire parler des produits qui sont Matter avec des produits qui ne le sont pas. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'ouvrir des cas d'usage tels que j'ai un capteur de sécurité, peu importe sa technologie, j'arrive à le faire discuter avec un produit Matter, par exemple, ma porte s'ouvre de manière inappropriée, je déclenche des lumières, je baisse des volets, ou alors je ne détecte plus de mouvement à l'intérieur d'une pièce, je coupe le chauffage électrique de la pièce donnée. Voilà. Là, on est dans des vrais cas d'usage. La fenêtre s'ouvre, je coupe le chauffage. Je détecte un taux de CO2 un peu trop élevé sur un capteur qui ne serait pas compatible Matter, eh bien, je peux déclencher une ventilation pour aérer la pièce. Voilà, ça, c'est des vrais cas d'usage. Y compris avec du matériel que les gens auraient déjà chez eux dans d'autres protocoles, dès lors qu'il y aura une passerelle. Exactement. Dès lors qu'il y aurait une passerelle ou dès lors qu'il y aurait un assistant qui permet la compatibilité entre les anciennes technos, enfin les technos déjà existantes et Matter. Donc, tout ça, c'est faisable. Aujourd'hui, ça reste pas complètement simple, évidemment, parce qu'on est un peu au milieu du gué et c'est en train d'avancer. Mais on est vraiment dans un chemin de simplicité. Nous, on a vu des démos d'interaction de produits de différentes gammes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et ça, c'est bluffant. Alors, on ne les a pas vus au CES, en l'occurrence, on les a vus à Amsterdam au lancement de Matter. Mais oui, ça, c'est bluffant là. Parmi les participants et dans les questions là aussi sur le chat, on a finalement quel rôle pour les professionnels, les installateurs, intégrateurs, électriciens, comment ils peuvent effectivement avoir un rôle à jouer avec Matter? Comment vous voyez ça? Alors, aujourd'hui, comme je le disais, en termes d'installation, c'est vrai que c'est très orienté grand public. L'installation, elle se passe forcément sur le téléphone du client parce que l'objet téléphone, quand on l'installe, fait partie du réseau sécurisé connecté, du sous-réseau de la maison. Donc aujourd'hui, évidemment, ça veut dire que les installateurs peuvent être je ne trouve pas le mot que je cherche, peuvent promouvoir des produits s'ils le souhaitent, s'ils pensent que ça améliore les cas d'usage de leurs clients. Après, comme je le disais, Matter, c'est un standard ouvert. Et il y a des fabricants qui, effectivement, se proposent de résoudre des cas d'usage d'installation par les professionnels au sein du standard Matter. Je ne peux pas dire aujourd'hui si ça va aboutir ou si ça ne va pas aboutir, parce qu'un groupe de travail, parfois, ça n'aboutit pas forcément, mais ça peut aboutir. Et effectivement, l'idée, c'est d'essayer de traiter les cas de l'installation quand je n'ai pas de Wi-Fi ou quand je n'ai pas d'Internet ou quand… pourquoi pas quand il n'y a pas d'électricité aussi, hein, quand on regarde les installations dans le neuf ou dans les bâtiments neufs, parfois il n'y a pas d'électricité au moment de l'installation. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont en train d'être réfléchis et discutés. Ça, pour le coup, ça met du temps. Hein, évidemment, ça mettra du temps si ça aboutit, mais c'est les cas d'usage professionnels, c'est un sujet qui est en réflexion pour ce genre de standard. Tu as parlé de commissioning tout à l'heure. Est-ce que tu as vu des outils ou est-ce qu'il y a des groupes de travail sur ces sujets de massification? C'est-à-dire, par exemple, on a un bâtiment de 100 logements, parce qu'aujourd'hui, le marché tourne autour de ça. Hein, c'est déployer massivement sur du collectif, en rénovation, réhabilitation et dans le neuf. Est-ce que tu as vu des outils qui permettent à un intégrateur de déployer massivement avec, je dirais, une certaine industrialisation sans logement à travers Matter et un outil Matter? Non, pas concrètement et pas à date, non. Okay. Est-ce qu'il y a des groupes de travail là-dessus?
il y a dans le CSA des fabricants tels que nous ou d'autres qui sont intéressés par ça, hein. Donc, il y a des discussions pour essayer d'aller vers vers le monde de l'installateur au sens large, hein. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est orienté grand public, mais on sait très bien que le marché connexe, hein, celui qui s'auto-alimente, c'est évidemment le monde professionnel et de l'installation. Et puis, on a quand même vu qu'il y a tout l'enjeu de la rétrocompatibilité, c'est-à-dire qu'on peut aussi penser qu'un particulier, il a déjà des installations existantes et qu'il va avoir besoin d'un professionnel pour l'aider peut-être à justement mettre en phase ses équipements existants sur Matter, quitte à compléter aussi ou avoir un conseil pour compléter son installation. Pour compléter son installation, s'il y a besoin d'installation technique, peut-être. Pour la rétrocompatibilité, vraiment, si je reprends la notion de bridge que j'ai expliquée au début, c'est vraiment les fabricants qui vont mettre à jour à distance leurs produits, qui vont faire des firmware updates, des updates du logiciel de chaque produit à distance pour les rendre compatibles. Et ça, c'est à chaque fabricant de correctement faire son travail pour que ça soit parfaitement fluide et transparent pour les clients qui le souhaitent. Après, encore une fois, aujourd'hui, Matter, ça permet vraiment une meilleure compatibilité avec les écosystèmes existants. Donc, ce qu'on appelle les écosystèmes, c'est les objets ou les applications qui peuvent piloter des produits. C'est très orienté aujourd'hui sur les assistants vocaux ou sur les applications telles que SmartThings. Demain, ça s'ouvrira. L'avantage de ce standard, c'est que ça va permettre à des plus petits fabricants venant peut-être pas forcément des États-Unis de faire eux-mêmes leur contrôleur Matter. Donc, ça ouvrira le marché. Aujourd'hui, il y a plein de fabricants qui sont déjà compatibles avec les écosystèmes actuels. Migrer les anciens produits vers Matter, parfois, ça peut créer plus de problèmes que de bénéfices pour les clients finaux. Donc, chaque fabricant, j'imagine, prendra des stratégies différentes à ce sujet-là. Peut-être que des nouveaux produits, peut-être aussi les anciens. On a une petite question de différence entre Matter et le protocole KNX. Alors, ouais, alors pour le coup, KNX, je le connais pas assez dans le détail pour donner un avis précis. KNX, pour moi, c'est vraiment un protocole orienté professionnel et installation complexe. Ça résout des vrais problèmes complexes. Matter, aujourd'hui, on est au niveau du domicile. On reste vraiment dans l'enceinte de la maison d'un particulier. Ça permet de faire interagir les produits au sein d'une maison et c'est installé par le particulier. Est-ce qu'il y a des fabricants qui vont proposer des bridges pour faire communiquer ces deux mondes? Ça, je n'ai pas de boule de cristal, mais techniquement, c'est possible. On le voit déjà apparaître, hein, donc je pense qu'effectivement, les deux vont se rejoindre. Et d'ailleurs, c'est quoi la vision de Netatmo Legrand sur l'évolution de Matter à du petit tertiaire ou à du tertiaire? Est-ce qu'il y a des ponts ou c'est pas du tout le sujet? Là, on se concentre sur la maison pour l'instant. Non, pour l'instant, vraiment, Matter est concentré sur la maison et sur le domicile. Ok. Évidemment, l'installation par des professionnels doit être un sujet. Au-delà, j'ai vraiment pas de. Je me mouillerai pas parce que pour le coup, il y a vraiment déjà des technologies et des protocoles qui sont très efficaces, quoi. Est-ce que parce que on a toujours l'impression, en entendant un débrief de Las Vegas, que tout est beau, tout est parfait. Est-ce que tu peux nous donner, toi, une frustration ou quelque chose lié à Matter ou à autre chose, hein, qui n'est pas si parfait que ça et qui te fait dire qu'il y a encore du progrès? Voilà, ça peut pas être aussi rose, quoi. On sait très bien, hein, nous on a l'habitude des effets d'annonce, donc tu dis on a dépassé l'effet d'annonce, très bien. Maintenant, c'est quoi le frein ou le boulot d'étranglement là, potentiel? Alors, ça reste. En fait, oui, on a dépassé l'effet d'annonce. Les fabricants sont en ordre de marche, avancent, et il va y avoir des produits qui vont sortir et il y en aura de plus en plus. 600 en un trimestre, c'est quand même vraiment un gros succès. Après, oui, il y a des difficultés parce que c'est le début. Donc, est-ce qu'il y a, on peut faire face à des problèmes de fiabilité au tout début, d'installation, ça peut arriver. On voit quelques articles de tentatives d'installation où en fait c'est un peu plus complexe que prévu parce que l'installation test, c'est souvent ça le problème, hein, c'est que quand on fait ça dans des installations test,
on a trop de produits, on a trop de téléphones, on a trop de réseaux Wi-Fi différents, et donc on rencontre des problèmes. Moi, j'attends de voir maintenant vraiment au sein du domicile ce que les clients vont nous dire. Au sein du domicile, il y a moins de produits que dans un réseau de test. Il n'y a qu'un seul réseau Wi-Fi. On n'a qu'un seul téléphone qui n'a pas installé des centaines de produits dans son passé. Donc, je pense que chez les clients, on va se rendre compte assez vite que ça fluidifie et que ça simplifie l'installation. On le voit dans le petit sondage qu'on a fait là, Oui. c'est 1% de nos professionnels là, qui se disent prêts à déployer. Donc on voit bien que on attend les produits et puis on se formera ou on se mettra en ordre de marche pour tout ça, quoi. J'ai une question, je ne sais pas si Sébastien nous entend encore. Oui. Sébastien, il y avait une question sur le courant continu, parce que ça, c'est un peu un serpent de mer à Las Vegas. Arlésienne, oui. Ouais. Est-ce que tu as vu des choses là-dessus ou ça, enfin, c'est quoi l'évolution? Non, j'ai rien vu cette année au CES sur ça. Je sais qu'il y a quelques projets européens qui travaillent sur cette thématique-là, mais pas market ready à mon sens. Parfait. Anne-Sophie, est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on peut passer un peu à la synthèse? Je pense qu'on a à peu près traité le principal. Et puis, de toute façon, il y avait des questions très spécifiques auxquelles on répondra plutôt après la Ouais. conférence. Et j'ai vu qu'il y avait quelques journalistes à travers Pierre-Marie ou à travers Quentin. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous mettrons en relation avec Benoît ou Sébastien si besoin. Donc voilà, en quelques mots, moi ce que je retiens, ce qui me marque un petit peu, c'est voilà ce que disait Sébastien sur le Smart Home Net Zero. Voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est fondamental. Alors on l'avait déjà vu les années précédentes, on commençait à avoir des tableaux électriques qui devenaient de véritables cerveaux en fait. On voit bien que il va falloir arbitrer entre tout ce qu'on va produire, tout ce qu'on va avoir comme batterie, tout ce qu'on va avoir comme consommation. Donc là aussi, on a l'impression qu'on dépasse l'effet d'annonce. Il n'y a plus que, voilà, à l'époque, il y avait un ou deux fabricants. Alors, on avait des Français, puisque Legrand et Schneider avaient déjà montré ça il y a 3 ans. Donc, les Français étaient déjà en avance. Et puis, on voit maintenant des Bosch, des Samsung, etc. Donc, voilà, là, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant. Quelqu'un a parlé, je crois que c'est Sébastien, de la télécommande de Samsung qui m'avait marqué l'an dernier. Voilà, il y a encore cette tendance sur l'energy harvesting qui devient maintenant courante sur plein de sujets. Le fait, donc, sur Matter, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect local de Matter. Là aussi, sur l'impact carbone des technologies, on sent bien que on ne peut pas passer notre temps à faire du cloud. Donc, ça, c'est évident et ça commence à se massifier. Et puis, bon, voilà, je pense que des surprises sur alors le nucléaire, voir le nucléaire à Las Vegas, ça m'a scotché. Le fait qu'il n'y ait pas ou peu de 5G, voilà, ça c'est pour moi très très surprenant parce que ça devrait au moins en backup ou voilà, je suis un peu surpris. On verra si l'année prochaine on voit ça avancer. Et puis, moi, je retiens la phrase de Benoît dans le cas d'usage. Alors, j'ai vu un commentaire de Pascal Poggi là, sur les cas d'usage. C'est effectivement ça l'intérêt. C'est qu'avec un seul assistant vocal d'une marque A, je vais pouvoir piloter n'importe quel produit connecté dès lors qu'il y a ce fameux logo Matter d'une marque B. C'est fondamental. Et puis, c'est ce que disait Benoît sur la notion de deuxième produit. Là, on est dans la vraie vie, en fait. On a plein de gens qui arrivent à connecter le premier produit, ça c'est facile, mais qui n'arrivaient jamais ou très difficilement à connecter le deuxième produit. Je pense que c'est un résumé un peu de ce qu'apporte Matter qui me paraît intéressant. Alors Anne-Sophie, je ne sais pas si toi tu as des tendances. Oui, moi je retiens effectivement cette édition pragmatique, c'est vraiment du rêve à la réalité, comment concrètement finalement ces idées on les transforme dans la vie de tous les jours, avec 2 choses moi qui m'ont marqué. La partie, la vie de tous les jours, c'est comment on fait pour aussi alimenter ce truc quand il n'y a plus de courant. Et donc, on voit bien quand il n'y a plus de piles. Donc, cette idée quand même de travail fort sur toutes les batteries Nona, sur l'alimentation sans fil. Donc, pour moi, ça, c'est un point. On voit bien que ça, c'est concret finalement qui nous rattrape parce qu'on a les objets, mais il faut qu'on les alimente. Donc, avec des innovations a priori encore intéressantes et je pense que c'est un sujet au vu des usages qui devrait se développer. Et le sans fil, je pense, rejoint pas mal aussi d'enjeux du net zéro derrière.
Et puis l'autre élément, moi, que je trouve intéressant, et je fais un peu le parallèle entre ce qu'on a vu sur les applications de la santé et l'énergie management, c'est finalement comment l'appli devient aussi centrale en fait dans l'écosystème et comment voilà, on va gérer sur de la donnée, sur un message personnalisé avec cette idée de gaming, de coaching qui vient effectivement faciliter cet usage en fait entre la technologie et une cause qui peut être la santé ou qui peut être l'environnement. Et je trouve que ça, c'est aussi un élément clé finalement dans l'écosystème de la batterie, des produits bien sûr avec des innovations et puis l'interface appli pour faire ce lien entre l'homme et la machine finalement et ses usages avec cette idée aussi d'aller travailler plus sur les sciences cognitives finalement à travers l'application pour aller effectivement passer le message, l'interpellation, le ludique. Hein. On sait qu'on a plus de chances d'embarquer les gens sur des messages positifs que sur vous n'avez pas bien travaillé aujourd'hui. Voilà, donc c'est des choses en fait, je pense, où là aussi on a des choses à suivre. Parce que la réussite, ça sera bien l'ensemble en fait qui va nous permettre de satisfaire ce point. Voilà donc encore une édition pour moi instructive sur l'évolution de notre smart home. Et donc rendez-vous bien sûr l'année prochaine pour un nouveau débrief CES 2024. Mais d'ici là, on vous propose avec SBA de vous retrouver donc le 11 mai où nous aurons une nouvelle édition de Matinale Ignes SBA. Et vous êtes bien sûr tous invités. Il me reste à remercier chaleureusement nos intervenants et puis la technique avec Pierre-Marie et Quentin pour cette édition 2023 de débrief du CES. Merci à tous et puis excellente journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bonne journée à tous. Merci, à bientôt.